Jean-Louis, Silverstone était tout simplement un Grand Prix haletant. Sébastien Vettel a fait un départ canonissime. La stratégie utilisée par Ferrari a payé. Une question, est-ce qu'elle était réellement supérieure à la Mercedes ? Le résultat montre qu'elle l'était. Alors, vous dites canonissime, moi je ne dirais pas tout à fait cela. Je dirais que c'est surtout Hamilton qui a manqué son départ, mais on va sûrement y revenir, puisque vous voyez que toute la file de droite est partie devant, c'est-à-dire la file de droite, je parle de Vettel et de Bottas. Mais à part ça, utiliser le retour de la voiture de sécurité sur la piste pour changer de gomme, mettre des pneus tendres à nouveau et tout, ça c'est une très bonne stratégie de la part de Ferrari. Et puis quand même dans les derniers tours, il faut dire que Vettel il a été absolument étourdissant. Certes, c'était Bottas, certes, il n'avait pas les mêmes pneus, mais à Silverstone, c'est pas facile de dépasser. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, et je crois qu'il l'a fait d'une manière absolument géniale, hein, l'air de rien. Certains emploient le terme d'endormir. Il l'a laissé faire, et puis au moment où il fallait passer, à la Vettel, il est passé. Et pour ça, il méritait de gagner, franchement. Pilote du jour, Lewis Hamilton. Il faut dire qu'il a été auteur d'une remontée absolument incroyable, harponné par Kimi Raikkonen au premier virage. Il repart dernier et il finit second. Est-ce que sans cet accrochage, Jean-Louis, vous pensez réellement qu'il aurait pu gagner ? Oui, je crois, parce que la Mercedes marchait très fort, et puis surtout Hamilton, il était porté par le public. Et lui, il est très sensible à cela, vraiment très sensible. Je pense qu'il aurait tout donné. Ceci posé, c'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la file de gauche, celle-là qui n'a pas bien démarré. Et on sait très bien qu'il y avait Raikkonen derrière, qui a reconnu sa faute, hein, qui a dit, bon, j'ai tapé dedans, voilà, j'ai loupé un freinage. Mais sans cela, je pense que Hamilton, oui, aurait pu gagner. Néanmoins, à l'arrivée, il laisse Bottas derrière lui. Il laisse aussi Raikkonen naturellement, et donc il termine deuxième. Moi, je trouve ça super parce qu'il est remonté très très vite. Mais là encore, la stratégie de Mercedes, à mon avis, n'a pas été tout à fait la bonne. Bref. Du côté de chez Red Bull Renault, Jean-Louis, elles ont plutôt été effacées sur ce Grand Prix. Seul Daniel Ricciardo parvient à se classer, Max Verstappen abandonne. Est-ce que c'est un tracé qui leur convient de moins en moins ? Je crois que ce genre de circuit très rapide ne leur convient plus du tout. Je pense qu'on va les revoir en action, les Red Bull Renault, par exemple à Hockenheim, dans 2 semaines, et en Hongrie, donc sur des circuits que j'appelle un peu des tourniquets. Mais je crois que définitivement, pour les grandes pistes, alors Francorchamps, Suzuka, Monza, Austin, tous ces grands tracés, je pense que là, les Ferrari et les Mercedes, elles ont des forces décuplées par rapport à Red Bull Renault. Alors bien sûr, chez Red Bull Renault, Red Bull dit que c'est le moteur qui ne va pas. Chez Renault, ils disent qu'il y a trop d'ailerons, trop d'appui aéro sur les Red Bull. Bref, en tout cas, je pense que là, on a vraiment fait le choix des 2 marques, Mercedes, Ferrari. Red Bull Renault ne compte plus trop pour le championnat du monde. Et chez Mercedes et chez Ferrari, c'est Lewis Hamilton et Sébastien Vettel qui comptent. Voilà, point barre. Je pense qu'on est parti pour ça, pour jusqu'à la fin de la saison. Red Bull Renault, on verra l'année prochaine avec un moteur Honda. Eh bien, exactement, pourquoi pas. On va parler à présent d'Esteban Ocon qui a fait une course solide et qui devance une nouvelle fois son équipier Sergio Pérez. Il est même devant lui désormais au championnat à 1 point, mais c'est quand même devant lui depuis ses débuts. Oui, parce que, rappelez-vous l'an passé, ce n'était pas si simple que ça, avec Pérez, qui, je le rappelle, a de la bouteille. Même en qualification, c'était plutôt dur. Mais là, je pense que le problème des qualifs, c'est réglé, hein, pour Esteban. Pérez est la plupart du temps derrière. Et puis là, en course, eh bien, il a fait attention, Esteban. Je veux dire que, vous vous rappelez les anicroches de Bakou, du Grand Prix de France. Donc il a fait très attention à tout cela. Et ça montre tout de suite qu'avec une voiture qui n'est pas vraiment formidable, un très bon moteur, certes, un moteur Mercedes, mais une voiture pas vraiment extraordinaire, eh bien, il est là et bien là. Et, vous le dites, il devance Pérez, ce qui change la physionomie dans l'équipe. Du côté de Pierre Gasly, il était 10e, je dis était, puisqu'il a été déclassé à l'issue de la course. Est-ce que vous trouvez cette pénalité justifiée, Jean-Louis ? Alors, je vais citer Sébastien Vettel, qui dit que les pilotes, maintenant, ont des pénalités parce qu'ils ont trop pleurniché. Il y a eu un accident entre Sainz et Grosjean. C'est vrai que, bon, Grosjean se retrouve une nouvelle fois mêlé dans un truc pas possible, et puis Sainz, il n'a pas laissé beaucoup de place. Bon, et naturellement, l'un et l'autre ont désigné le concurrent. Donc, à force de pleurnicher comme ça, effectivement, on a des pénalités. Là, Pierre, je trouve que après le week-end qui a été celui de Toro Rosso Honda,
qui n'a pas été facile, avec rupture de suspension, des séances d'essai en moins. Il avait quand même réussi à faire quelque chose qui n'était pas si mal que ça. Bon, une pichenette avec Pérez, et on lui colle une pénalité de 5 secondes, donc il perd sa 10e place et son point. Je ne dis pas que ce n'est pas normal, je dis qu'il a le droit d'être en colère un petit peu et de dire que bon, on aurait pu souffler un peu. Jean-Louis, vous avez parlé de cette rupture de suspension dont a été victime Brendan Hartley. On a souvent vu sur ce Grand Prix de Silverstone des accidents assez impressionnants liés en fait à cette 3e zone de DRS qui a été instaurée, où on voyait les pilotes enclencher leur aileron mobile, mais ne pas le refermer, et donc du coup ça les a amenés à la faute. Oui, ou soit oublier de le refermer, soit n'être pas assez rapide pour le refermer. Et ça, je trouve que c'est un peu une hérésie, parce qu'on franchit ce double virage droite et gauche, et on peut remettre le DRS ouvert entre le premier droite et le deuxième gauche. Et je trouve que ça, c'est une hérésie dangereuse. On a vu des cartons cataclysmiques, Ericsson par exemple. On a vu Grosjean, également aux essais, qui lui n'a pas pu, à cause de la bosse, appuyer sur le bon bouton au bon moment. Moi, je trouve que déjà, elle ne servait pas à grand-chose. Je suis de l'avis de Jacques Villeneuve, qui l'a dit au micro de Canal. Elle n'a servi à peu de choses, cette zone de DRS. Donc je crois que pour l'an prochain, la sagesse voudrait qu'on la supprime, tout simplement. Jean-Louis, dernière question. C'était le premier Grand Prix sans Éric Boulier sur le muret des stands. Est-ce que ça a concrètement changé quelque chose chez McLaren ? Non, ça ne peut pas changer les choses directement et concrètement chez McLaren. Même Fernando Alonso l'a dit d'ailleurs. Éric Boulier, il paye, le disent les commentateurs, les années d'errance de McLaren, mais Éric Boulier, c'est pas lui qui a choisi le moteur Honda, c'est Ron Dennis qui a choisi le moteur Honda pour 2014, enfin à la fin de 2014 pour 2015 et jusqu'à cette année. Et donc il paye peut-être la McLaren, la 33, qui n'est pas une voiture formidable, parce qu'elle a en plus un moteur Renault et qu'on peut la comparer directement aux autres machines de Renault. Mais je crois que là, on tombe dans un problème. L'écurie part un petit peu en capilotade. Je ne sais pas ce que va faire Gilles de Ferrand, que je connais bien, avec Alonso et Van Dorn. Ceci posé, ça montre quand même qu'avec Zak Brown, qui est américain, Gilles de Ferrand, qui connaît bien les 500 miles, qu'on va probablement exaucer le vœu de Fernando Alonso de le laisser courir aux 500 miles et peut-être d'accroître l'effort de McLaren chez les Américains. C'était comme ça avant. Hein. Il faut bien se rappeler que McLaren a gagné les 500 miles d'Indianapolis il y a fort longtemps et courait en même temps en Formule 1. Mais maintenant, c'est 2 lièvres à courir à la fois, ça me paraît très compliqué.